Aux marges du bassin parisien, lacs, forêts à perte de vue. Ces décors sont ceux du parc naturel régional de la Forêt d'Orient. Créé en 1970, il permet de protéger et de mettre en valeur ce territoire, fait de milieux naturels, qui attire une concentration d'espèces remarquables. Grâce à l'eau et à la forêt, animaux et plantes prospèrent ici plus qu'ailleurs. Intégré au paysage, c'est tout un patrimoine culturel qui est également préservé ici. Des femmes et des hommes impliqués dans la protection des espèces et des milieux qu'ils occupent vont nous le faire découvrir tout au long de cette journée de septembre. Leurs activités sont liées à ce territoire, au paysage et au patrimoine singulier. Le dortoir, il est au niveau des arbres à peu près. Les cerfs présents dans toute la mosaïque de milieux qu'offre la Forêt d'Orient nous accompagneront de l'aube au crépuscule. Le parc couvre 80 000 hectares au sud-est de Paris. Il abrite d'immenses lacs réservoirs nichés au cœur de vastes forêts et alimentés par les eaux de la Seine et de l'Aube. Ici, l'eau, la terre et la forêt ont donné naissance à un territoire singulier. Aux grands espaces ouverts et faiblement vallonnés, émaillés de bosquets, de bois et de petits bourgs, succèdent les bocages et les prairies humides, ou encore la Forêt d'Orient, parfois si profonde qu'elle impressionne. Les rives des lacs sont peuplées par une multitude d'espèces animales et végétales au fil des saisons. Parmi elles, la cigogne noire profite de la quiétude des lieux pour faire une halte sur son trajet de migration vers l'Afrique. Au petit matin, une montgolfière décolle en direction des lacs. À son bord, Thierry Tournebise, directeur adjoint du parc, et Pascal Bourguignon, photographe et auteur d'un livre sur le parc. Voilà, donc là on a une vue d'ensemble avec lever de soleil magnifique, lac du Temple, île du Temple, et puis l'anse de la Morge des Bois, du nom du ruisseau de la Morge qui traverse tout le lac d'Orient. Lac qui a été mis en eau en 1966 et qui a donné naissance au parc naturel régional de la Forêt d'Orient en 1970. Sans ce lac, il n'y aurait pas de parc. Toute cette anse où on voit les signes là est en réserve nationale, comme une grande partie du lac du Temple. Donc réserve nationale créée essentiellement pour les oiseaux d'eau migrateurs par décret du Premier ministre en juillet 2002. Et cette anse là, c'est l'anse Napoléon. Et en ce moment, c'est une anse assez prisée des cigognes noires en halte migratoire. C'est les grandes aigrettes là qui s'envolent. Ouais, c'est le dortoir, il est au niveau des arbres à peu près secs là. D'accord. Oui, je suis toujours impressionné quand on est en l'air comme ça de l'importance de la forêt. C'est quand même assez énorme. Et le cœur du massif, c'est à peu près 12 000 hectares de forêt qui entourent les 5 000 hectares de plans d'eau. Le lac Amance, le lac du Temple et celui d'Orient se remplissent et se vident au fil des saisons. Comme sur la côte maritime, ce phénomène de marée laisse apparaître, après les plans d'eau qui subsistent au cœur des lacs, une partie de vase nu et une partie végétalisée sur les rives. Là, on est en période donc de vidange. Le lac va se vider jusqu'au mois de novembre. Donc, la végétation des exondés qui colonisent une partie des vasières, les saulaies de rive avec ses boules vert tendre, et puis en arrière-plan, ce qui domine, c'est les chênes. Et à partir du moment où l'eau est partie, ça met combien de temps pour repousser cette végétation? En fait, il y a des graines qui sont dans la vase et qui, dès que l'eau, ou même avant que l'eau soit complètement descendue, germent et
commence à croître dans la petite lame D'accord. d'eau qui subsiste. Ça veut dire que 15 jours après qu'il n'y ait plus d'eau, il y a déjà de l'herbe. Il y a déjà de l'herbe, ça fait un tapis vert qui se forme et on voit toutes les petites plantules qui sont entre les massifs de végétation déjà plus installés, qui sont en train de croître. Et notamment, il y a des renouées aquatiques. Les renouées aquatiques. Ouais. Et c'est caractéristique de ces lacs réservoirs qui sont complètement artificiels et qui ont un fonctionnement complètement artificiel. Et c'est ce qui fait l'intérêt écologique et botanique de ces plans d'eau. Et c'est unique en Europe parce que ces plans d'eau ont ces variations de niveau d'eau annuelles qui Et en fait, les plantes, elles se sont complètement adaptées. adaptées, Alors. tout à fait. C'est aussi pour ça que les cerfs, ils sortent à l'extérieur pour, j'imagine, brouter toutes ces Alors herbes. voilà, non il y a des zones de gagnage, effectivement, tout ce qui est cervidés, même les sangliers aussi. Les plus belles places de brames sont autour du lac du Temple sur la réserve nationale. Il est 9h, la montgolfière va se poser. Au même moment, sur la rive sud du lac, un groupe de cervidés est occupé à se délecter sur la zone herbeuse. Pour eux, c'est la période de rut, une période clé pour toutes les espèces. Les biches ne seront réceptives que 48 heures. Les cerfs vont rivaliser de leurs cris, leurs rères, les brames pour affirmer leur territoire. Sur les rives du lac Amance, Marion Ancaise, conservatrice adjointe de la réserve naturelle nationale, observe la Seine avec Dominique Hamon-Moreau, de l'établissement public territorial Seine-Grand Lac. Il y a vraiment un cerf avec des grands bois là, juste devant. Ah oui, impressionnant. Ah, puis là, il prend la pose, là, il est de profil. Quand on y repense, ce milieu, il est complètement artificiel. Et en fait, c'était des argiles, des sables qui ont été plus ou moins compactés à la construction de l'ouvrage. Et du coup, aujourd'hui, c'est devenu un hotspot de la biodiversité. Donc, c'est vraiment sympa. Puis, ce qui fait bien évidemment l'attrait du secteur, là, c'est ces marées permanentes liées au fonctionnement hydraulique de l'ouvrage. Donc, chaque année, en fait, il y a une espèce de marée qui se produit pendant 6 mois de l'année, du 1er juillet au 31 octobre, et ce qui fait la richesse de ces milieux. Donc ici, il n'y avait aucune végétation, puisque à la construction du lac, tout a été coupé. Donc à l'emplacement, il y avait des forêts. Et donc en contrepartie de la coupe de toutes ces forêts, donc, le PTB Seine-Grand Lac a acheté des forêts de compensation. Et donc on est propriétaire sur la région Champagne-Ardenne et un peu la Bourgogne de 3000 hectares de forêt. Ah ben voilà. Alors là clairement on a notre perruque de saule là. Alors c'est drôle parce qu'à cette saison-là c'est tout sec, on dirait comme du crin de cheval. Mais alors quand c'est dans l'eau, ça a un aspect complètement différent. C'est tout rouge. Ouais, et puis même des fois c'est l'hiver avec aussi les mousses qui sont bien imbibées d'eau, ça fait il y a plus de contraste au niveau des couleurs. Là on a clairement le niveau d'eau qu'on a au début de l'été. On a du mal à croire qu'en l'espace de 2 mois on ait toute cette végétation et tous ces écosystèmes qui s'implantent. Alors du coup, tu vois là, les plantes, elles fleurissent, elles fructifient en un clin d'œil. Là, on a l'amande pouillot là. On connaît ça facilement là avec ces verticilles de fleurs là qui poussent à une allure incroyable. Ou notre fameuse germandrée des marais qui s'enlaille. On va peut-être aller voir les caracées en Bordeaux là. Donc c'est des végétaux qu'on connaît assez mal. Le but de cette étude-là, c'est aussi de connaître la relation entre les caracées qui peuplent le fond des lacs et la qualité de l'eau. Ouais. Cette poussière là, C'est les squelettes de et caracées. c'est les squelettes de caracées. Voilà. Super riche en silice Et en calcaire en et fait. en calcaire, ouais. Le calcaire qui se dépose dessus. Et c'est pour ça que c'est tout blanc quoi. Donc ça fait des petites billes de calcaire. Ah, là, il y a une fleur, là, une plante carnivore là. Ouais. Dans le choix de l'implantation des ouvrages, le facteur crucial et primordial, ça a été donc la géologie. Là, il n'y a pas de doute, on est sur de l'argile. Oui. Voilà, avec ses propriétés imperméables. Là, c'était
la solution idéale. Quand on regarde le paysage, là, on n'a pas franchement l'impression d'être dans un barrage classique, tel qu'on imagine les barrages hydroélectriques. Hein. Ça constitue les seuls ou les premiers barrages en terre de France. Alors, en fait, la digue, elle a été constituée en fait d'argile compactée et de matériaux. Et donc, on n'a pas de béton au niveau des digues qui ceinturent les lacs réservoirs. Et dans la partie intérieure du lac, on a des enrochements. Et donc là, sur les enrochements qu'on voit à l'horizon, on fait bien la distinction entre le niveau qui est sous l'eau et le niveau qui est en eau. Hein. Donc on a une espèce de ligne claire qui apparaît à l'horizon. Donc là, c'est le niveau de remplissage maximum du lac. Une partie de l'eau de la Seine et de l'Aube est dérivée en hiver et au printemps pour être stockée dans les lacs réservoirs. C'est la phase de remplissage. Elle permet de limiter le débit en aval et de minimiser les crues. La réserve est rendue aux rivières en été et en automne. C'est la phase de restitution. Sans ces installations, les régions en aval et notamment Paris subiraient sécheresse et inondations au gré du climat. Je suis surprise et agréablement surprise parce que j'aime bien ces paysages où on a à la fois l'eau et puis toutes ces parties toutes vertes bien tendres là qui attirent ces foules d'oiseaux et ces foules d'animaux. Et là-haut, on a du grand cormoran. Toute la lignée là noire à l'horizon, c'est du grand cormoran. Ouais. Ah ouais, là, effectivement, il y a du monde. Hein. Il y a aussi un balbuzard pêcheur qu'on voit régulièrement et qui est souvent à proximité du, si on peut dire, du hotspot à cigogne noire de la réserve. On est en train d'observer en ce moment, donc il y a eu du circaète Jean Leblanc en ce moment, donc des choses qu'on ne voit pas souvent sur la réserve, donc c'est plutôt sympathique. Et en matière de canard, là, qu'est-ce qu'on a ? Là, pour l'instant, plutôt des colverts. On commence à avoir de la sarcelle d'hiver. Pas mal de chevaliers, donc chevaliers cul blanc, combattants. Là, j'ai vu quelques oies là tout à l'heure. Oui, les oies cendrées qui arrivent, qui sont quand même depuis des années, elles arrivent de plus en plus tôt. Il est 10 heures. Les cerfs se jaugent et marchent en parallèle pour se repousser et tenter de garder un maximum de femelles. Si les parades d'intimidation ne suffisent pas, ils en viennent au bois et s'affrontent. Loin du tumulte des places de Bram, dans l'anse du lac, les oiseaux font bombance. C'est l'heure idéale pour venir les observer. Stéphane Gaillard est garde animateur de la réserve naturelle nationale. Fabrice Crozet est ornithologue bénévole à la Ligue pour la protection des oiseaux. Tous deux s'installent pour une séance d'observation. Tous les hérons et les grandes aigrettes qui sont dans le chenal de vidange. Et là, c'est la curée des hérons. C'est étonnant que les cigognes ne viennent pas les retrouver. La période de migration coïncide bien avec la vidange, donc il reste des petites mares comme ça avec du poisson emprisonné dans ces trous d'eau et elles en profitent, quoi. Le poisson, de toute façon, qui sera forcément perdu. Oui, ou qu'elle mangé par d'autres. Ouais. Grandes aigrettes, je suppose, hérons. Ça se bataille sérieux là-bas, les hérons. Puis là, de toute façon, si le poisson est mort, elles ne le mangeront pas. Non. Parce que c'est vraiment le poisson frais, quoi. Oui. Alors, elles ne mangent pas que des poissons, elles mangent surtout des grenouilles, des amphibiens, les tritons. Les jeunes, on les voit, les jeunes cigognes, on les voit dans les herbiers pour essayer de trouver les grenouilles.
les insectes. Enfin, c'est un oiseau opportuniste Ouais. qui mange tout ce qui est un peu à portée de son bec. Une cigogne baguée en Tchéquie a déjà fait 10 séjours en bordure des lacs. C'est la plus fidèle des cigognes noires qui passent sur le parc. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est les oiseaux qui sont équipés de balises Argos. Ouais, il commence Ouais. Ils commencent à en équiper des programmes quelques-uns. ONF là. certainement. Hein. C'est intéressant parce qu'on peut savoir toutes les heures, on a un point comme ça, relevé, un point ouais. satellite. Et on peut exactement savoir comment les oiseaux utilisent le site, où est-ce qu'elles dorment exactement. Ouais, jusqu'à leur zone d'hivernage. Voilà, quoi. jusqu'à l'Afrique. Ouais, c'est intéressant. Pour repérer les secteurs, les regroupements Ouais. et éventuellement mettre en place des mesures de protection, ça c'est une bonne chose. Il y a à peu près une quarantaine de nids connus en France. Ça reste quand même un oiseau rare. Et en halte, le maximum d'effectifs, à cette époque, c'est la meilleure période, c'est fin août, Là, début septembre. On est vraiment dans le pic Ouais. migratoire. Ouais. Et l'année dernière, on est monté à 53 oiseaux de mémoire. Donc pour voir ça, il faut descendre en Afrique, je pense, pour voir des regroupements d'oiseaux comme ça. Parce que c'est un oiseau assez solitaire en général. Outre les cigognes, les hérons et les aigrettes, une multitude d'oiseaux fréquentent les lacs. Vus du ciel, les immensités aquatiques sont la promesse d'une escale de rêve pour les migrateurs d'automne et de printemps. Près de 267 espèces d'oiseaux ont été observées à ce jour par les ornithologues locaux. Le parc accueille en hiver de grandes concentrations de grues. À chaque saison, son espèce emblématique. En milieu de matinée, les fans se laissent observer sur une clairière. Nés au mois de mai ou tout début juin, ils ont presque perdu leurs taches qui leur permettent de se camoufler. Ils restent sous la vigilance des biches avec les jeunes de l'année précédente. Les 56 villages du parc recèlent des trésors d'architecture. Halles en pans de bois, moulins, églises et lavoirs ponctuent le paysage. Armande Spillmann, présidente de l'association des Amis du Parc, et Catel Lardot, attachée patrimoniale, nous offrent une visite de quelques chefs-d'œuvre du patrimoine culturel. Alors là, tu as un exemple avec effectivement ce lavoir qui, comme tous les autres lavoirs, a été construit à la fin du 19e siècle, une époque où on commençait à se soucier des problèmes d'eau. C'était pas encore sur le plan écologique, mais c'était avant tout sur un plan de combattre les maladies. Et précédemment, comme on allait essentiellement aux fontaines pour laver également le linge, eh bien, on arrivait à des eaux contaminées. Donc, un petit peu partout, on a, quand c'était possible, créé des lavoirs. Alors là, on avait le lavoir de la source Saint-Jean. Et c'était le lieu de réunion des femmes du village, à peu près jusque dans les années 1970. Et oui, très récent en fait. Finalement, très récent. Hein. La machine à laver, elle était quand même déjà installée en 1970. Alors, je te montre là un petit élément du patrimoine bâti rural de nos villages, un de ceux qui ont été construits avec les ressources locales, c'est-à-dire avec le bois de nos forêts, avec la terre, qui illustre particulièrement le parc de la Forêt d'Orient. Tu sais qu'il y avait des briqueteries, des tuileries sur ce territoire, beaucoup. Oui. Donc on avait la terre, on avait le bois et on avait l'eau aussi qui servait. Et bien voilà, donc tout le petit patrimoine bâti de nos villages est à base de nos ressources locales. Voilà. La terre, reflète le bois, et il reflète tout à fait nos villages. Alors tu auras les granges, tu auras bien sûr toutes ces maisons qui sont en torchis, en pans de bois. Oui. Sur le village de Doche, tu as maintenant aussi le moulin. Le moulin de Doche a été reconstruit à l'identique. C'est le seul du parc. Ses ailes dominent le village et tournent les jours de confection de farine.
De nombreux artisans travaillent encore dans les dernières briqueteries et tuileries pour les constructions locales. L'exploitation des forêts environnantes fournit le bois destiné à construire et rénover l'habitat traditionnel, les halles et les charpentes des églises. Je voulais essentiellement te montrer cette église de Géraudot pour te montrer un petit peu ces créations qui font un peu la richesse du territoire, ces créations de la sculpture champenoise. Alors tu as à la fois ces grandes statues, tu as une magnifique Vierge à l'Enfant sur la gauche, tu as Saint-Pierre et sa clé, et puis tu as évidemment ce magnifique retable. Imposant, oui. Il est imposant, il date également du XVIe, il a une influence italienne certaine, mais il y a tous les apports de la sculpture champenoise qui sont là. Et puis, tu vois, il est placé tout près de ces vitraux, magnifiques vitraux également, qu'on a pu conserver du XVIe. Ce sont les imagiers qui racontaient à cette époque, c'était les bandes dessinées de l'époque. Oui, c'est ça, oui. Voilà, où on racontait l'histoire des saints. Baigné de lumière, là, c'est magnifique. Alors ici, c'était le lavoir de la source Saint-Pierre. Donc, comme beaucoup d'autres sources dans le coin, elle avait des vertus miraculeuses et elle soignait les fièvres, les maladies de peau. Alors l'association des Amis du Parc, eh bien c'est une vieille association, c'est une vieille dame. Elle est née en même temps que le parc et elle était même là préalablement puisque c'était la volonté, je dirais, des habitants du territoire de créer aussi un parc naturel. Donc l'association, elle est là aussi pour représenter les habitants et les visiteurs du territoire, pour les représenter auprès des instances du parc, parce que normalement, un parc naturel, c'est un endroit où il fait bon vivre et où, on va dire, ses habitants sont plus intégrés à la gestion du territoire. Voilà, donc il y avait cette fonction-là et puis une fonction d'animation du territoire qui est de faire qu'on s'y sente bien, qu'on puisse bien y vivre et qu'on puisse bien y accueillir également. Une bâtisse restaurée logée au cœur de la forêt abrite la maison du parc. La matinée avance et sur les prairies, les cerfs s'offrent à la vision des randonneurs. Ils se reposent. Cette période du brame est épuisante. Si les biches continuent à s'alimenter, les cerfs peuvent perdre 25% de leur poids. Outre les cerfs qui vivent ici, sangliers et chevreuils peuvent y être observés. Autrefois, aurochs, tarpans, élans et bisons d'Europe peuplaient la forêt d'Orient. D'hier ou d'aujourd'hui, tous ces animaux sont réunis sur l'espace faune. Sur près de 50 hectares, le public peut les contempler le long d'un sentier d'essence. Proche de son ancêtre le tarpan, le konik polski est utilisé pour la gestion écologique dans de nombreux parcs et réserves naturelles. Fabrice Joachim est garde animateur de la réserve naturelle régionale des prairies humides de Courterange. Il rend visite aux chevaux en toute fin de matinée, accompagné de Johan Brouillard du Conservatoire d'espaces naturels de Champagne-Ardenne. On complète l'alimentation l'hiver, parce que l'hiver il ne reste pas dans le marais, parce que des fois ça gèle et il ne marche pas sur la glace. Et donc on les met au sec et on complète avec du foin. Ils sont vraiment bien adaptés à l'eau alors, hein. Quand il y a de l'eau, ça pose aucun problème. Aucun problème, tant que l'eau n'est pas gelée, qu'il ne fait pas trop froid et qu'il y a encore des plantes à consommer. Ouais. Ils vont circuler dans la partie inondée et ils vont se nourrir. Et on voit bien là, les zébrures sur les pattes, là, j'ai pas remarqué. Oui, j'allais le dire justement, là, les zébrures qui viennent du fond des âges. Oui, c'est vraiment ce qu'on appelle les côtés primitifs de la race. Les signes primitifs avec la reine mulet et les zébrures. Mais on a de la chance, ça se passe bien. Très bien. Ils font bien le travail. Très bien.
Et donc là, pour les chevaux, on aura aussi besoin de se rencontrer pour avoir votre avis. Ouais. Parce que là, on constate, donc il y a du pâturage, mais il y a aussi des refus. Ouais. Donc tu vois comme moi, hein, la menthe, le lycope, et la salicaire également. Alors l'iris, moyen. C'est consommé quand même. Par contre, ce qui n'est pas consommé du tout, c'est le rubanier aussi. D'accord. Moi, j'aurais besoin d'un avis de spécialiste, de botaniste, vraiment pour ajuster le travail des chevaux. Est-ce qu'on les met moins longtemps? Est-ce qu'il faudrait remettre des animaux? Est-ce qu'on pourrait conventionner qu'un agriculteur pour mettre des bovins, par exemple? Là, pour le coup, j'aurais besoin de votre... C'est vraiment toujours difficile et depuis le début de la gestion de la réserve, on a toujours eu du mal en fait à pouvoir placer le curseur au bon endroit au niveau du pâturage. Et pour évaluer vraiment l'effet du pâturage sur l'état de conservation de la prairie, je pense qu'il va vraiment falloir mettre en place des relevés botaniques très précis. Et il n'y a que ces relevés et l'écoulement des années qui nous permettront de vraiment juger des effets positifs ou négatifs de l'action de gestion à l'échelle de la réserve. Alors, voilà l'exclos témoin. Oui. Donc ça, c'est un exclos témoin qui date de 2005. Il avait été mis en place dès l'arrivée des chevaux sur la parcelle. Oui, c'est ça, 2005. Voilà. Même si le suivi scientifique n'a pas été fait, d'emblée, on voit tout de suite que les carex sont vraiment dominants à l'échelle du carré devant nous. Comparé au reste de la réserve, ça m'apparaît nettement moins diversifié quand même. Oui. Ce qui se voit bien, c'est qu'au fil des années, on a quand même des trouées qui sont apparues tout autour grâce au pâturage. Des ouvertures qui sont notamment favorables à la renoncule à feuilles d'ophioglosse, qui se plaît bien dans les éclaircies. Et par rapport au suivi qui est mené sur les amphibiens, tu disais aussi que la grenouille agile apprécie les zones où les chevaux ont l'habitude de passer. Oui. Comme ces espèces qui pondent sur les endroits très dégagés, bien ensoleillés, ce qui accélère le développement des œufs, je pense, ça leur est particulièrement favorable. Et elles recherchent ces endroits-là pour la ponte. C'est un effet imprévu du pâturage favorable aux amphibiens finalement. Alors qu'à la base, le pâturage est fait pour l'entretien de la végétation de prairie et au final, on favorise des amphibiens. C'est intéressant, c'est double effet imprévu. C'est vraiment permanent ce qu'on apprend dans le domaine de l'environnement. C'est un petit mâle de criquet ensanglanté. Quelque chose de tricolore, rouge, jaune, noir, un petit peu aux couleurs de la Jamaïque en fait. Là, souvent surnommé le criquet rasta, donc une espèce d'orthoptère typique des prairies humides et des queues d'étang notamment. Voilà, donc la femelle est beaucoup plus grande, le mâle reste petit. Et donc l'espèce a l'air de très bien se porter sur la réserve année après année. On constate qu'elle est toujours bien présente et donc c'est une satisfaction parce que c'est une espèce qui est sur liste rouge régionale et qui figure également sur la liste rouge nationale en fait, des espèces menacées. Voilà. Et cette espèce, elle est très facile à identifier même à l'oreille. La stridulation du mâle évoque très clairement le bruit que ferait une clôture électrique. C'est des petits tic, tic, tic réguliers. Et c'est une des stridulations les plus faciles à reconnaître dans le monde des criquets et des sauterelles. Voilà. Il n'y a pas que les chevaux qui pâturent les herbes tendres du parc. Les cervidés se délectent sur les prairies. Selon les saisons, bourgeons et jeunes pousses, feuilles d'arbres et graminées, fruits forestiers à l'automne et même les écorces en hiver. Tout est bon pour ce ruminant. Les 28 hectares de la réserve naturelle des prairies humides de Courterange jouxtent le canal de restitution des eaux à la Seine. La commune de Courterange s'est fortement impliquée en faisant l'acquisition de la majorité de ces prairies afin de les préserver, avec l'appui de l'agence de l'eau Seine-Normandie. Son maire, Fabien Gérard, reçoit la visite de Jacques Beaujean, conseiller régional du Grand Est à la mi-journée. Parlons un peu de cette faune et de cette flore, en fin de compte, dans vos prairies là, marécageuses. Oui. Qu'est-ce que vous avez comme insectes là ?
Alors, au niveau de tout ce qui est insectes, on a des papillons assez protégés. Et puis, nous avons des espèces d'orchidées, en fait, vraiment protégées ici, donc qui poussent. Il y a également les Konig Polski, donc c'est une race de poneys. On les voit bien, donc ils font l'entretien régulièrement, en fait, des marais. Ils sont rustiques et c'est quelque chose de costaud, alors. Ce sont des chevaux, effectivement, assez résistants. Là-bas, il y a des gens. La Vélovoie. Ouais, Il y a une c'est la Vélovoie, en fait, Vélovoie. qui longe, en fait, le canal. C'est vrai que c'est une belle réalisation. Il y a même des libellules, regardez. Oui, on a des espèces de libellules effectivement protégées ici. Donc, oui, c'est quelque chose de bien. Le soleil va doucement redescendre dans le ciel du parc naturel régional. Christine Mathieu, chargée de mission Agri-Environnement, rencontre Patrick Michon sur son exploitation. Cet agriculteur s'est converti en bio pour son troupeau et ses terres et maintient un maximum de surface en prairies naturelles. Elles permettent de favoriser une grande biodiversité et entraînent moins d'érosion que les mises en culture. C'est des terres argileuses et donc qui s'appellent les terres hydromorphes, donc qui absorbent un peu d'eau, mais une fois qu'elles sont, c'est comme une éponge, une fois qu'elles sont pleines d'eau, elles n'absorbent plus rien. Et il y a une forte érosion quand il y a des grosses pluies, il y a une forte érosion. Et vous voyez les rivières et les fossés qui coulent tout jaunes, c'est de la terre qui s'en va. Donc au bout d'un 50 ans, qu'est-ce qu'il en sera de ces terres-là? Alors qu'en prairie, je vois quand il y a des gros orages, il y a le creux là juste à côté, quand il y a des gros orages, c'est un lac d'eau. Mais puis ça s'en va, ça rejoint la Manse en quelques jours, quoi. Mais l'eau, elle reste claire. Il n'y a aucune érosion, il n'y a aucune perte de terre. Alors après, c'est des terres, terres argileuses qui n'ont plus de matière organique. Dans 40 ans, 50 ans, comment seront ces terres-là, si elles continuent à être cultivées comme ça? C'est ça le souci, quoi. Et il y a beaucoup de conventionnels, c'est ça qui est dommage, justement, qui ignorent le capital qu'il y a dans certaines prairies qui sont en prairie depuis 30 ans, 40 ans, voire des fois 80 ans ou un siècle, pour certaines, je ne sais pas, où il y a un capital, agronomique et naturel en général. Et ce qui me fait mal un peu, c'est qu'il y a des prairies comme ça qui vont continuer, de moins en moins, mais qui vont continuer à être labourées. Mais c'est une tuerie, je sais pas. Parce qu'après, pour retrouver des prairies, si tant est qu'une paire d'années après, elles soient remises en prairie, pour retrouver des prairies comme ça, il faut des années, il faut même des dizaines d'années. Quoi. C'est dommage, quoi. C'est un capital qui s'en va en 1 heure de temps, le temps de labourer. C'est facile de mettre un coup de sarrue, mais tu ne retrouves pas ça comme ça. En tout cas, la nature, c'est notre siège, on est assis dessus, c'est la branche sur laquelle on est assis. Oui, puis que tu n'as pas d'un côté l'écologie, de l'autre côté la production, et que c'est un ensemble, et que c'est pas l'un sans l'autre. Et voilà. C'est bien parce que dans tes prairies, tu as encore des belles mares, et au niveau du parc, on est quand même attaché aux mares. Et je me rappelle quand on était venu pour le dossier, MAE, on avait vu des tritons crétés. Donc voilà, ta mare, elle est vraiment intéressante. Et... je conserve les mares existantes, voire j'en crée. J'essaie d'avoir un point d'eau dans toutes les prairies où il y a des bêtes. Déjà pour le côté éviter de transporter de l'eau. Et puis, il faut conserver de l'eau, en tout cas, aussi bien comme pour moi, pour les bêtes, mais aussi bien pour le gibier. C'est important de conserver des points d'eau. Pour ça que ça, c'est une mare, je l'ai toujours connue mare, donc c'est une très vieille mare. Et il y a même des autres prairies où je prévois en créer, petit à petit, en fonction de mes moyens. Mais c'est ma politique. Et puis j'aime bien voir une mare avec. J'aime bien, étant passionné de biologie aussi bien de botanique que point de vue insectes. Donc c'est toujours intéressant. C'est un biotope qui est très intéressant à voir, une mare. Condition de savoir regarder. Il y a des libellules qui sont superbes. Ce qui est bien en plus, tu as mis des pompes à nez, donc tu as l'accès à l'eau, et puis du coup la mare elle est préservée, il n'y a pas le piétinement des vaches dedans. En tout cas, il ne faut pas que les vaches aillent dans la mare, sinon il y a une espèce de pollution. Si on veut que l'eau reste saine, il ne faut pas que les vaches aillent patauger là-dedans. Dans une prairie, il faut un point d'eau et il faut de l'ombre, du bois ou des épines comme ça, pour que les vaches puissent être à l'ombre et puissent se moucher.
vous traversez les épines, vous avez tout le temps 2-3 chevreuils qui se sauvent de là-dedans. Puis quand on était venu, on avait vu pas mal d'oiseaux aussi. Des oiseaux qui ne nicheront que dans des haies ou vous pouvez avoir autant de bois que vous voulez. Il y a des oiseaux qui ne vont pas nicher dans le bois. Des passereaux, dans des ronciers, il n'y a que là-dedans qui nichent. Je ne sais pas si on n'a pas vu des petits grièches écorcheurs en fait, qui ont besoin de haies épineuses, quoi. Non, c'est tout un ensemble qu'il faut respecter à mon avis. Depuis la création des Trois Lacs, le département et le parc ont développé des activités de tourisme. Julien Cessel, chargé de communication au parc, et Jean-Marie Coutor, conseiller départemental du canton de Brienne-le-Château, se retrouvent sur la digue du lac d'Orient pour en discuter dans l'après-midi. On est fiers de ce qu'on a pu organiser autour des lacs au niveau du tourisme, surtout le tourisme de masse, en plein été, et puis le tourisme nature qui est aussi très très important pour les Trois Lacs qui font partie du parc naturel. Oui, c'est ce qui est assez drôle, c'est qu'on peut arriver ici sur les plages où il y a beaucoup de monde et on fait 2 minutes de voiture et là on se retrouve seul sur un sentier de randonnée en plein milieu d'une nature exceptionnelle où on va voir un cerf qui va traverser le chemin ou une faune exceptionnelle et même une petite flore. Les gens sont très surpris, le terme « soyez surpris » est très bien utilisé ici, c'est que les gens arrivent en bord de lac, ils s'attendent à voir une mare. Et non, c'est un lac où il y a des compétitions nationales de voile, où tout le monde s'amuse. Et donc c'est très impressionnant et c'est très agréable de voir la surprise des gens. Et souvent les gens reviennent sans hésiter. Et puis ce qui est assez drôle, c'est qu'il y a beaucoup de monde d'un seul coup. Et puis après, on arrive tôt le matin et on voit 2-3 pêcheurs qui sont sur leur barque et qui profitent du calme. Les Trois Lacs sont un paradis pour les amoureux de la nature, des sports nautiques et pour les pêcheurs. Brochets, cendres, perches, silures et carpes peuplent leurs eaux. On est sur la digue qui est l'endroit, la balade du dimanche souvent. Ouais, c'est l'idéal. C'est l'idéal. On peut aller jusqu'au bout, on fait un 360 sur le lac. Et ce qui est marrant actuellement, c'est qu'on voit que le lac est en train de baisser, et donc on voit apparaître des arbres qui étaient cachés dans l'eau. Donc ce lac abrite de belles surprises. Et il y a très très peu aujourd'hui de réfractaires au lac. Non, au contraire, maintenant c'est un atout touristique parce qu'on a un lac, de la forêt autour, c'est sa particularité. Et puis après, on peut avoir beaucoup de monde, comme on peut avoir un tourisme plus spécifique, ornitho, des randonneurs. C'est vraiment... On va avoir là en septembre, donc c'est en septembre tous les ans, le brame du cerf. Et ça attire aussi énormément de monde. Et ce qui veut dire que le tourisme nature aujourd'hui a pris une place importante au niveau du parc. Oui, avec la particularité d'être un parc naturel régional, ça attire. C'est la première demande qu'on a, c'est comment découvrir la nature. Oui. Aux heures les plus chaudes de la journée, quelques cerfs trouvent l'ombre dans les sous-bois. La forêt couvre près de 30% du territoire sous forme de 2 arcs boisés, correspondant aux 2 régions géologiques du Barrois et de la Champagne humide, ainsi que des zones de boisement relictuel. Dominée par les chênes et les charmes, elle est un espace cultivé, géré et entretenu par l'homme, mais en son cœur, la vie sauvage fourmille. L'après-midi avance. Nous retrouvons Philippe Duloup, technicien forestier à l'Office national des forêts, qui accompagne Fabien de Vidal, chargé de mission lac du Grand Est au Conservatoire du Littoral. Ici, le conservatoire est propriétaire de la forêt du Grand Orient et travaille en partenariat avec 2 cogestionnaires que sont l'ONF et le parc. Le Conservatoire du Littoral, s'il est intervenu ici pour acheter ces plus de 500 hectares de forêt, c'est surtout pour la particularité des sites, la diversité des milieux, des espèces. On a des zones un peu humides comme ici, on a des peuplements forestiers qui sont différents. Et en achetant cette forêt, finalement, on a aussi pris la responsabilité de préserver cette richesse et ce patrimoine, quoi.
Pour nous, c'est vraiment une richesse d'un point de vue biodiversité. On a un champignon ici, on voit qu'il y a des trous de pique. C'est aussi un intérêt d'un point de vue pédagogique, puisque finalement c'est la vie de la forêt. Donc si on arrive à bien expliquer aux gens ce pourquoi on conserve ce bois qui va se décomposer, qui va faire de la matière dans le sol, je pense qu'on aura gagné notre pari de justement préserver des sites. Et puis ça n'empêche pas qu'à côté, la forêt elle vit, elle se régénère. Et... De toute façon, nos consignes sont de garder plus de 2 arbres à l'hectare secs sur pied, et donc les arbres percés, champignonnés à des quantités importantes sur le massif, afin de permettre donc cette biodiversité. Et donc à l'heure actuelle, tous nos acheteurs forestiers et tous nos exploitants sont bien conscients de nos enjeux et donc respectent relativement bien tout ce qui est triangle et autres. C'est bien d'avoir marqué d'ailleurs cet arbre qui est par terre, parce que souvent on parle de forêt sur pied et pas forcément assez de forêt et par terre. Le bois a son rôle à jouer aussi bien debout que par terre, au contraire. Là, on va se diriger vers ce gros chêne d'au moins 85 cm de diamètre, donc qui présente une cavité intéressante. Oui, on la voit tout à fait. C'est ce genre de cavités qui pour nous sont vraiment intéressantes, parce que d'après les premiers inventaires qu'on a fait sur cette forêt, puisque c'est une forêt qui est quand même suivie déjà depuis quelques années, on a le pic vert, la citelle torche-peau qui sont présentes, et on a également le pic noir qui commence à devenir un peu plus courant. On a également beaucoup de chauves-souris, et puis on peut avoir des rapaces aussi qui exploitent et qui utilisent ces arbres. Donc c'est vraiment intéressant pour nous d'avoir ce type d'arbre. C'est un peu un héritage quand même de ce qui s'est fait avant nous. Cet arbre, une fois que moi je vous proposerai une fois sa mise en régénération, donc après l'apparition des semis, eh bien malgré tout, malgré sa cavité, de pouvoir le récolter. Les chênes de la forêt d'Orient sont réputés pour leur qualité d'ébénisterie, de tonnellerie et de bois d'œuvre. Après-guerre, des résineux ont été plantés. Certains Douglas sont exploités par David Seralinga, le seul artisan fustier du parc. Une scierie mobile permet une exploitation en circuit court. Prélevés sur la réserve même, les bois de gros diamètre ont permis de construire l'observatoire de Valois. Le reste a été transformé en bois énergie. La spécificité de cette forêt qu'il faut qu'on arrive à se concilier, c'est qu'il va y avoir des zones où on va les exploiter, et puis d'autres où justement on laissera les îlots de naturalité, où là ce type d'arbre arrivera vraiment jusqu'au bout de sa vie et mourra. Ça sera riche d'enseignements, de voir comment la forêt aussi va jusqu'à la fin de vie de ces arbres et comment elle réagit par rapport à ça. Eh bien, regardez ce magnifique hêtre avec cette loge de pic noir. Oui, ce qui justifie vraiment l'intérêt de cette forêt. Ça sera d'ailleurs intéressant de continuer les suivis qu'on mène sur les espèces de pics, savoir si on va dans le bon sens ou pas. Donc là, je vous propose, c'est d'aller de l'autre côté pour voir une mare forestière. C'est vrai qu'on a parlé beaucoup pour l'instant d'arbres et de gestion forestière, mais après, la richesse aussi de ce site, c'est d'avoir des milieux annexes très riches, comme on le voit ici. Une mare, alors effectivement, là, elle est asséchée parce que l'été a été bien chaud, mais c'est aussi intéressant d'avoir des mares temporaires. Et dans ces milieux-là, on a déjà recensé aussi beaucoup d'espèces, des amphibiens. On a du triton crêté, du sonneur à ventre jaune. Donc il y a aussi un caractère patrimonial à préserver. Et puis sans parler de tout l'intérêt des zones humides, comme filtre pour l'eau, paysager, pédagogique également. Le recensement donc, a fait apparaître quand même plus de 50 mares sur le massif, donc avec des mares bien entendu beaucoup plus petites, des mares beaucoup plus fermées. Cette mare est ouverte, donc avec bien entendu des travaux qui vous seront proposés, de réaménagement, peut-être laisser des mares évoluer, certaines évoluer vers l'envahissement complet et le reboisement. Après, à nous de produire le projet le plus adapté possible à tous les milieux, toutes les espèces qu'on a vues. Et puis raisonner sur le long terme, puisqu'on travaille vraiment pour les générations futures. Là, on va vous proposer un aménagement qui va reprendre la partie forestière, la partie biodiversité et puis la partie aussi accueil du public, qui est importante, je pense, aussi au conservatoire. Ouais. Les forêts, les lacs et autres zones humides du parc s'ouvrent à un large public. Passionnés ou simples curieux de nature, solitaires ou en famille, tous viennent contempler la riche biodiversité du territoire.
milieu d'après-midi, ce sont les abords d'une mare pédagogique qui vont être foulés par la jeune génération, le temps d'une leçon de choses. C'est une école en pleine nature, une école de la biodiversité. Animée par Myriam Pouillet et Francine Ambrosiali de la Ligue de l'enseignement de l'Aube et soutenue par la région. Près de 4000 enfants arpentent tous les ans les 4 coins du parc. Ils observent à la loupe les mares, les traces d'animaux, suivent la piste de la salamandre, découvrent la flore ou encore l'habitat. Quelques exemples parmi la trentaine de thématiques qui peuvent ici être abordées selon les âges. On va regarder s'il y a encore des petites bêtes. Les rencontres des enfants avec le milieu naturel mêlent savoir et imagination, observation et création. Les activités proposées développent chez eux les sens, génèrent des émotions nécessaires pour faire émerger chez les générations futures des attitudes durables de respect de l'environnement. Quelques cervidés investissent les mares et étangs du parc. L'eau apporte une fraîcheur bienvenue dans cet après-midi chaude de septembre. En Champagne humide, un vaste site de plus de 250 000 hectares composé d'étangs, de lacs et de canaux, de forêts humides et de prairies gorgées d'eau est protégé au titre de la Convention de Ramsar depuis 1991. Claire Parise veille sur ces zones au sein du parc. Elle accompagne en fin d'après-midi Julien Moronval de l'agence de l'eau Seine-Normandie sur l'un des observatoires du site. Donc on va aller sur l'observatoire du lac Amance, qui est un observatoire assez emblématique parce qu'il est très ancien, qui a été restauré il y a quelques années. On va profiter du beau temps pour voir si on peut voir différentes espèces sur le lac. Oui, c'est un magnifique site, effectivement. Donc il y a une grande diversité d'espèces, faune et flore. Il y a plein d'espèces patrimoniales au-delà des oiseaux. Là, effectivement, on a vu sur une zone humide qui a l'air dense, donc on peut imaginer effectivement que ça sert d'habitat avec un panel d'espèces qui est très important. Et c'est vrai que nous, du côté de l'agence de l'eau, c'est très intéressant ces sites-là, puisqu'on a un aspect patrimonial qui est présent et donc une réelle nécessité d'agir et de venir aider techniquement et financièrement la préservation de ces sites-là. Et c'est vrai que du coup, ces différents milieux, vous nous permettez, l'Agence de l'eau, grâce à vos financements, de soit mettre en place des programmes généraux, donc je pense notamment à la trame verte et bleue. Vous avez été un des financeurs pour avoir des cartographies de cette trame verte et bleue très importante sur le parc, et ensuite entrer dans l'opérationnel, en fait, éventuellement de restauration de milieux, de remise en place des continuités écologiques. Il y a toutes ces opérations générales, ces gros programmes sur le territoire du parc, qui ensuite peuvent être déclinés en actions plus ponctuelles sur des sites très particuliers. Vu comme ça, de loin, on est sur un site qui est magnifique. Il ne faut pas prendre les choses, je pense, non plus comme acquises. Et c'est pas parce qu'un site, forcément, est en bon état, non plus, bon état aujourd'hui qu'il le sera toujours demain, malgré toutes les actions qu'on essaye de mettre en place. Il faut être constamment sur le terrain, constamment à surveiller, à inventorier, à mettre en place des plans de gestion pour contribuer à ce que ces sites magnifiques, non seulement le restent, et a fortiori s'améliorent. Alors on arrive ici sur la prairie de Rappelcoeur. C'est une des prairies humides du parc, une des prairies emblématiques en fait. D'accord. Sur cette prairie, il y a déjà de la gestion par entretien.
avec une fauche tardive au 20 juillet, et puis un pâturage de requins. Donc en ce moment, il y a les moutons. Du pâturage au vin comme ça, C'est ça qui est extensif, du pâturage extensif. Sur ce site-là, le parc a été moteur pour qu'il y ait un arrêté préfectoral de protection de biotope. Donc c'est vraiment super intéressant d'avoir ça, d'avoir des milieux vraiment protégés. C'est une garantie, effectivement. C'est ça, ouais, sur l'avenir. Et puis un bon contact aussi avec le propriétaire pour mettre en place cette gestion, cet entretien. Et c'est vrai que l'agence de l'eau, sur différents sites du parc de la Forêt d'Orient, nous permet de mettre en place ces actions. Et nous, on vient aussi aider à l'acquisition de zones humides. Ça garantit, si tu veux, la pérennité, puisque quand on sait que le propriétaire est un gestionnaire pertinent et efficace, pour nous, c'est gagné en quelque sorte, puisque ça garantit vraiment la pérennité d'une gestion durable dans le temps de cette zone humide. En fin de journée, quelques cerfs trouvent encore la force de combattre. La fraîcheur du soir s'installe et les biches ressortent des sous-bois pour profiter des herbes bien tendres qui colonisent les rives. Les cigognes font un dernier repas avant de se percher pour la nuit dans les forêts toutes proches. À la fin du mois, elles partiront vers des contrées plus chaudes pour y passer l'hiver. Grâce à ces lacs artificiels, le parc naturel régional de la Forêt d'Orient a pu voir le jour. La journée se termine sur cette vaste contrée mystérieuse qui aura dévoilé quelques-unes de ses richesses.